Mehdi Collet et Mélissa Haddad, donc Mehdi et Mélissa, voilà, qui vont vous présenter des sujets autour des crevettes et autres microphones à soupçonner de la rivière de Cayenne. Donc elles vont vous faire leur présentation elles-mêmes, elles sont, je laisserai vous présenter hein, sur vos cursus de formation, et elles sont en Guyane donc depuis le mois de janvier jusqu'en juin, pareil, je vous laisserai détailler. Où elles ont des stages à l'Ifremer, auprès de l'Ifremer et CNRS. Voilà. Quoi vous dire d'autre le mieux, je pense, c'est de vous laisser vous présenter. Et puis, donc il y a combien de temps dure la présentation à peu près 30 minutes de présentation. Est-ce que le public peut poser des questions au fur et à mesure? Oui, voilà, vous aurez la possibilité. À l'issue, d'accord. Donc 30 minutes de présentation, donc prenez des notes. Et à l'issue, vous aurez tout le temps nécessaire pour échanger avec Mehdi et Mélissa. Donc, c'est à vous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Donc moi je m'appelle Collet Mehdi, je suis actuellement étudiante à l'université de Poitiers dans un master spécialisé dans l'étude de la biodiversité, l'écologie et l'évolution. Et donc j'ai commencé depuis le mois de janvier un stage au CNRS à l'Ifremer de Guyane. Et donc moi je vais vous parler de méiofaune ce soir. Et je laisse la parole à Mélissa. Alors du coup, moi c'est Mélissa Haddad, je réalise un master en sciences de la mer à Sorbonne Université. Et du coup, moi mon stage porte sur les crevettes. Donc aujourd'hui, Mehdi et moi-même sommes venus vous présenter nos sujets de stage afin de vous partager les recherches qui sont faites actuellement à l'Ifremer et au CNRS. Donc aujourd'hui, ça sera sur les crevettes et autres microphones insoupçonnés de la rivière de Cayenne. Donc toutes les deux, on travaille pour un projet commun. Et le projet s'intitule « Caractérisation des zones fonctionnelles des habitats de mangroves et de leur fonction de nurserie ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce projet, le but est de comprendre comment fonctionnent les habitats de la rivière de Cayenne, donc comment les individus qui peuplent la rivière sont répartis, comment évoluent leurs interactions, et comprendre comment la nurserie fonctionne. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une nurserie ? Les nurseries, en général, sont définies par un milieu riche en nutriments. Donc c'est un milieu où il y aura beaucoup de nourriture et où les animaux pourront grandir paisiblement en étant protégés quasiment par les prédateurs. Enfin, les prédateurs ne pourront pas les atteindre facilement. Et du coup, l'objectif, ça serait d'étudier la rivière de Cayenne pour avoir déjà un premier regard sur l'état de santé de la rivière, donc savoir quels organismes on trouve, leur abondance, où elles se trouvent et dans quelle quantité d'espèces. Il y a un second intérêt, ça serait l'intérêt commercial, parce que dans cette nurserie, on trouve des espèces qui grandissent et qui sont commercialisées, donc notamment la coupa ou les crevettes, mais même les organismes qui ne sont pas exploités par la pêche sont importants car ils vont nourrir d'autres espèces par la suite. Donc pourquoi on s'intéresse à la rivière de Cayenne ? Il faut savoir qu'en Guyane, la rivière de Cayenne n'est pas la seule rivière dans laquelle on retrouve une nurserie, donc une zone importante pour la biodiversité. Mais c'est celle qui se situe dans un endroit assez sensible parce qu'il y a une forte population et qui ne cesse d'augmenter, ainsi que des activités humaines. Donc notamment la présence d'un pont, ainsi que la présence d'un futur pont et d'une centrale électrique. Donc c'est pour ça que le projet se situe sur cette rivière, c'est pour pouvoir avoir un point de départ pour savoir si dans le futur, comment les animaux qui s'y trouvent vont évoluer, s'ils vont être impactés ou non. Alors pour y arriver, la méthode qui sera mise en place, ça sera des échantillons, un échantillonnage dans plusieurs sites. Donc en tout, nous avons 5 sites. Donc là, on est situé sur Cayenne. Et on a 5 sites qui sont répartis sur le long de la rivière pour avoir du début plus vers l'intérieur de la rivière.
Donc on a un premier site situé aux côtes de la Guyane, puis après on se rapproche au niveau de la crique Fouillée, et ensuite on a la rivière qui va venir se scinder en deux. Donc il y aura un premier point de prélèvement au niveau de la bifurcation, et pour avoir une idée entre les deux rivières, donc la rivière de Montsinéry et la rivière de Cayenne, il y aura un point de prélèvement dans chacune de ces rivières, donc une à Petite Cayenne et une à Soulin. Ces 5 points de prélèvement vont permettre d'échantillonner 3 habitats différents. Donc on a un habitat en côtier, et ensuite à l'intérieur il y aura 2 autres habitats différents. Donc on aura un habitat appelé estuaire. Ce qu'on va appeler estuaire, ça sera le chenal de la rivière, donc au milieu de la rivière, et un 3e habitat qui sera la mangrove, donc qui sera plus situé au niveau des côtes. Cet échantillonnage sera réalisé 2 fois par an, donc une fois en saison sèche et une seconde fois en saison humide. Donc, dans la rivière de Cayenne, on retrouve une forte biodiversité. Cela veut dire qu'en gros, on trouve beaucoup d'animaux différents. On retrouve à la fois des crustacés, dont les crevettes, différentes espèces de poissons, la méiofaune, et donc on a aussi différents habitats. Donc là, c'est une image de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc dans ce sujet, même s'il y a d'autres organismes qu'on étudie également dans notre labo, moi je suis spécialisée pour les crevettes et du coup Mehdi sur la méiofaune. Et donc là, nous allons commencer par présenter la méiofaune. Donc je passe la parole. Alors, du coup, de manière générale, la crevette, on connaît bien. Alors la méiofaune, en général, ça parle pas trop. Alors du coup, c'est quoi la méiofaune ? La méiofaune, donc c'est un mot qui... Bon, c'est la contraction du mot méio pour petit et faune pour animaux. Donc en fait, ça va être les tout petits animaux qu'on va retrouver dans les fonds marins, mais également dans de l'eau douce. Et donc ce qui va caractériser ces petits animaux, ça va justement être leur taille. Donc c'est tous les animaux qui sont situés entre 0,04 cm et 0,05 cm à l'âge adulte. Et donc c'est l'équivalent d'un demi-millimètre ou du moins l'épaisseur d'un cheveu. Et donc c'est des petits animaux qui sont à peine visibles à l'œil nu. Et donc pour pouvoir les observer, nous en laboratoire, on va se servir d'une loupe binoculaire par exemple. Pour que vous puissiez avoir une idée de l'échelle, on a ici la taille donc, du lénil de crevette qui mesure à peu près 1 cm. Et donc là on a un exemple, donc le copépode, qui est un individu de méiofaune, qui est environ 20 fois plus petit qu'une juvénile de crevette. Alors, nous, si aujourd'hui on s'y intéresse à ces tout petits organismes, c'est notamment parce qu'on a connaissance de 3 rôles principaux qu'ils occupent. Parmi ces 3 rôles, la méiofaune a un rôle dans la décomposition des végétaux et des autres matières qu'on va retrouver dans les estuaires et dans la rivière et tout le long de la côte. Donc surtout en Amazonie, on a une grosse quantité de matière organique qui se déverse et qui se décompose et qui fait d'ailleurs la turbidité des eaux. Eux, ils vont avoir un rôle à ce niveau-là. Ils ont également un rôle dans l'oxygénation de leur milieu, de leurs habitats. Donc ils vont, en y vivant, venir dynamiser, retourner, aérer en fait le substrat dans lequel ils vivent, donc les sédiments. Et en Guyane, on est davantage sur de la vase, qui sont des milieux pauvres en oxygène. Et puis, un dernier rôle, ça va être tout simplement le fait qu'ils constituent une nourriture. Donc c'est une source de nourriture pour des animaux beaucoup plus grands. Et donc, à l'issue de ces 3 rôles qu'ils ont, en fait, ils vont notamment favoriser les conditions de vie pour d'autres animaux et notamment favoriser la pousse de certains végétaux, notamment dans les milieux. Je pense là, comme ça, aux palétuviers qui constituent les mangroves en Guyane. Du coup, en ayant connaissance de ces 3 rôles fondamentaux, on va ici s'intéresser du coup à ces micro-organismes dans la rivière de Cayenne, s'intéresser à savoir notamment quels sont ces différents organismes, où est-ce qu'ils se situent. Donc nous on s'intéresse à ces 3 milieux, mangroves, estuaires et côtes, savoir en quelle quantité on les trouve, savoir quand, donc notamment au cours de l'année, est-ce que ce sont des populations qui se déplacent. Et le fait notamment qu'ils aient un cycle de vie court fait qu'on va pouvoir, et le fait qu'ils soient sensibles aux changements qui se passent dans leur environnement, donc ça peut être un changement de température, un changement de salinité, ou bien de turbidité, ou tout simplement la présence de polluants,
on va pouvoir s'en servir en tant que témoin, en tant qu'indicateur de l'état de santé de ces milieux. Et donc c'est tout l'objet de l'étude qu'on a réalisée sur ces organismes. Je vais vous parler du coup du protocole qu'on a mis en place et qu'on a réalisé depuis le mois de janvier dans le cadre de mon stage. Donc pour pouvoir les étudier, on se rend pour une première étape sur place. On va procéder à des prélèvements de méiofaune et également des mesures de paramètres environnementaux. Donc on se rend sur le site en embarcation. On arrive et en fait pour les prélever, on va se servir d'une benne à sédiments. Donc c'est ce que vous voyez ici sur cette image. Donc c'est un instrument qu'on va venir placer au niveau de la surface de l'eau, qu'on va lâcher et qui va se retrouver au fond de l'eau et emprisonner une base et qu'on va garder intacte de la manière dont on l'a récolté, prélevé, de telle sorte à ce que quand on la relève, comme vous pouvez le voir, la surface soit gardée et visible pour qu'on puisse venir prélever vraiment dans ces premiers centimètres la base, parce que c'est dans ces premiers centimètres qu'on va retrouver la méiofaune. Donc on réalise ces prélèvements, on les place dans des tubes et on les conserve dans de l'alcool pour pouvoir les analyser par la suite en laboratoire. Et puis donc on mesure sur ces mêmes sites de prélèvement des mesures de paramètres environnementaux. Donc là on a sur cette image le cas donc celle-là c'est un instrument, c'est une sonde ANA qui va nous permettre donc c'est une colonne d'eau qu'on va venir emprisonner dans cette sonde et donc on va pouvoir prélever des mesures de température à la fois en surface et en profondeur, des mesures de turbidité, des mesures de salinité et plein d'autres paramètres dont on va se servir pour la suite. La deuxième étape, ça va être l'étape d'extraction. Donc une fois qu'on a ces échantillons, on se retrouve en laboratoire. Et puis, donc on a ici, comme vous pouvez le voir, nos petits flacons avec la base récoltée qu'on a placée dans de l'éthanol, dans de l'alcool en fait, pour pouvoir les conserver. On va procéder à une succession d'étapes d'extraction. Donc la première étape, ça va être de les passer au tamis. Donc vu que ce sont des individus qui sont caractérisés par leur taille, on va utiliser un tamis donc de 500 micromètres, donc c'est 0,05 cm et 0,04 cm pour pouvoir emprisonner uniquement les individus qui se retrouvent dans cette qui ont cette taille. On va du coup se retrouver avec nos flacons tamisés. On va ensuite procéder à une étape de centrifugation pour pouvoir isoler les détritus de nos micro-organismes, de nos myo-organismes. Et puis, on va notamment se servir d'un liquide qu'on appelle le Ludox, qui est une densité particulière qui va nous permettre en fait de séparer ces micro-organismes des détritus du fait de leur densité tout simplement. C'est un peu comme vous séparez quand vous mélangez du vinaigre et l'huile, vous voyez, une séparation qui se réalise, et ben, c'est le même protocole qu'on applique, où on va se retrouver après la centrifugation à avoir notre méiofaune qui se trouve dans ce liquide, et tout le reste des détritus qu'on retrouve ici dans le fond de notre tube. Et finalement, donc on a quand même quelques détritus qui restent, mais on a quand même bien épuré notre prélèvement de base avec tous les sédiments qu'on a séparés. Et donc on va procéder après à une observation sous le binoculaire, tout simplement pour pouvoir les identifier, procéder au comptage. Et qu'est-ce qu'on observe sous cette binoculaire? Et là, on observe tous ces micro-organismes. Donc parmi ces micro-organismes, on va pouvoir les identifier. On a ici quelques-uns d'entre eux. On en identifie aux alentours d'une vingtaine au niveau de l'estuaire de la rivière de Cayenne. Et parmi cette vingtaine d'individus, on va retrouver donc des polychètes, des annélides, des acariens. Alors le groupe le plus nombreux, ça va être les nématodes, qu'on va retrouver ici. Il faut savoir qu'on ne va pas jusqu'à l'identification à l'espèce. On reste sur des grands groupes taxonomiques, puisqu'on est vraiment sur des premières études préliminaires. Les nématodes, c'est des individus qu'on retrouve en plus grand nombre. En second nombre, on aura les copépodes, qui sont des crustacés, ou bien les ostracodes. Et puis on a d'autres crustacés, des écumacées, des tardigrades. Notamment, les tardigrades sont connus pour être des individus qui sont résistants à des conditions environnementales plutôt extrêmes. Donc c'est aussi intéressant d'en avoir dans nos échantillons. On a les polychètes, qui sont ici et puis ici, qui sont des vers annelés, qui portent notamment des soies, donc des poils qu'on va retrouver ici. On a des annélides qui sont des vers annelés, segmentés. Et puis on a des acariens
qu'on retrouve ici. Et donc à l'aide de cette, après les avoir identifiés, réalisé un comptage, on va notamment pouvoir obtenir des résultats, notamment sur l'abondance. Et on se rend compte en fait avec nos résultats qu'on a une abondance plus élevée, donc une quantité d'individus beaucoup plus élevée en mangrove que dans les sites, donc ici, que dans les sites en estuaire, mais qu'au final, donc environ 4 fois plus élevé dans les mangroves, dans la rivière de Cayenne. Et le plus faible, ça va être dans les milieux d'estuaire, et puis environ 1,5 fois plus élevé dans les sites côtiers. On va notamment pouvoir s'intéresser au nombre d'espèces, donc la diversité de ces groupes d'individus. On va avoir une diversité plus élevée dans les sites de mangroves. Et puis, plus on se rapproche de la côte, plus on a une diversité, une diversité de groupes qui diminue. Donc environ 1,1 fois plus élevé dans les mangroves, environ 1,2 fois en estuaire par rapport aux sites côtiers. Donc maintenant, je vais vous passer la parole à Mélissa qui va vous parler des crevettes, et des larves et des juvéniles de crevettes plus précisément. Alors, pour les crevettes, donc les crevettes sont des crustacés. Je pense que vous savez tous à quoi ressemble une crevette. Mais donc du coup, ils sont considérés comme des omnivores et parfois comme des détritivores. Donc ça veut dire qu'ils se nourrissent de beaucoup de choses, presque tout. Donc de végétaux, d'animaux et de détritus, donc tout ce qui va être matière organique ou décomposition d'animaux et de végétaux. Donc ça c'est plutôt pratique parce que c'est ce qu'on retrouve du coup dans nos estuaires et mangroves. Donc pour étudier la répartition des crevettes, il est important de connaître son cycle de vie. Donc en fonction des espèces de crevettes, elles auront un cycle de reproduction différent. Il y en a qui vivent plutôt en eau douce, d'autres plutôt en eau salée. Mais en tout cas, elles ont besoin des deux milieux pour se reproduire. Donc la première étape, donc là c'est le cycle des crevettes des Pénéidés. C'est la famille l'une des plus connues dans son cycle et la plus étudiée parce que c'est celle qui est exploitée du coup dans la pêche. Donc dans son cycle, on commence par les adultes qui vivent du coup dans les fonds près de la côte et qui vont pondre leurs œufs. Ensuite, dans ce cycle, il y a une succession de différentes étapes de transformation et de mue. Donc après l'éclosion des œufs, on a des larves Nauplius puis ensuite Mésis, et ensuite elles deviendront des post-larves. Et dans ces transformations, en fonction de leur durée de vie, plus elles vont grandir et se transformer en post-larves, plus elles vont se rapprocher de la côte. Donc ensuite, quand elles sont post-larves, elles sont plus situées au niveau de la côte et des estuaires. Et encore en continuant de grandir, elles vont se transformer en juvéniles et là elles seront plus au niveau des mangroves et elles vont continuer leur cycle comme ça jusqu'à devenir ensuite subadultes et pendant cette progression, elles vont revenir près de la côte pour ensuite devenir des adultes et le cycle recommencera. Donc dans ce cycle, on a différents milieux et donc c'est plutôt pratique parce que du coup, dans nos échantillons, on va échantillonner ces trois milieux, donc côtier, estuaire et mangrove. Donc pour le protocole, donc, la première étape serait la collecte des individus. Donc en fonction des habitats, ça ne sera pas la même méthode qui sera employée. Donc là par exemple, on est situé en mangrove et c'est un filet qui est placé qui s'appelle un filet verveux. Et donc en fonction des habitats, le filet ne sera pas pareil. Donc là comme on est en mangrove, on a des individus qui sont un tout petit peu plus grands que ceux qui sont en côtier. Et donc du coup, au site côtier, on aura un filet avec des mailles plus petites. Du coup, après cette étape de collecte des individus, on va stocker les individus dans de l'alcool pour ensuite les ramener au laboratoire. Et là intervient la deuxième étape qui est l'étape du tri. Parce que forcément, quand on va prélever les individus, il n'y aura pas que des crevettes. De toute façon, on étudie également des poissons. Donc on va ramasser des poissons, des crevettes, des crustacés, autres individus, ainsi que des détritus comme des feuilles, des branches de pailletuyers, des graines. Et donc du coup, dans cette étape de tri, on va séparer chaque catégorie. On va séparer les poissons des crustacés, les crevettes à part, en enlevant les détritus. Également, des fois, on peut retrouver des méduses quand on est situé à la côte, ça arrive. Et ensuite, on va les ranger par catégorie. Donc, on va venir les stocker.
Et ensuite, chaque personne qui a les compétences d'identification peut ensuite prendre la partie qui le concerne et identifier. Donc dans mon cas, moi ça a été les crevettes. Donc ici on voit une photo pendant que j'identifiais les crevettes. On a différentes coupelles et donc du coup moi je vais venir les séparer par espèce et les compter. Donc des fois c'est possible de les identifier à l'œil nu quand elles sont suffisamment grandes, mais des fois elles sont vraiment très petites et donc du coup on a besoin d'une loupe binoculaire. Donc pour cette étude, l'identification de ces crevettes, donc il y a plusieurs parties du corps de la crevette qu'on va venir regarder. Donc l'une des plus visibles, c'est celle qu'on appelle le roussre, c'est la grande épine présente sur sa tête. En fonction des espèces, elle aura une taille différente, une forme différente, un nombre d'épines différentes, donc c'est assez spécifique aux espèces. On peut également regarder les yeux. Il y en a qui ont des yeux plus petits, d'autres qui sont placés sur les côtés, qui sont plus écartés. Et on peut également regarder les périopodes. Donc les périopodes, ce sont les grandes pattes qu'on peut voir ici. Et en fait, certaines espèces vont posséder des périopodes, donc des pattes sans pinces, d'autres avec des pinces. Et s'il y a des pinces, on va regarder combien elles en ont et quelle forme elles ont. Et l'une des dernières parties qu'on peut également regarder, c'est le telson. Donc c'est la continuité de la queue de la crevette. Et donc ici, il y a une photo de ce qu'on peut voir sous la loupe binoculaire. Donc quand je regardais les crevettes, quand on veut regarder le telson, on va déplier les petites palmes pour pouvoir bien regarder le telson. Donc c'est cette épine juste ici. Et en fait, en fonction des espèces, elle va changer de forme, de pic. Elles peuvent avoir un aspect de plume et un nombre de pics différents. Donc dans cette étude, 10 espèces différentes de crevettes ont été retrouvées dans la rivière de Cayenne. Ici, j'ai représenté les espèces qu'on a retrouvées le plus souvent. Par exemple, ici, on a Penaeus subtilis, donc c'est la fameuse crevette qui est exploitée en Guyane. On a ensuite Xyscopenaeus cruyeri, donc c'est une crevette que nous ne consommons pas en Guyane, mais qui est exploitée par les pays voisins, notamment au Suriname. Et on a aussi d'autres espèces, donc là par exemple on a des macrobrachium, donc c'est des espèces qui aiment plutôt l'eau douce, et il y a aussi une différence de taille. Donc ici, les 4 photos qui sont prises ici sont prises avec un appareil photo parce qu'elles sont de taille plus grande, et là les 2 qui sont ici, elles sont toutes petites. Donc là, par exemple, là c'est une échelle de 1 mm. Donc si on regarde, elle fait à peu près 5 mm de long. Et là, pareil, la cétès, c'est une des crevettes qui est assez petite et qu'on retrouve en très grand nombre dans la rivière de Cayenne. Là, j'ai fait un zoom sur du coup Penaeus subtilis, qui est l'espèce pêchée. Et en fait, dans notre rivière, on la retrouve sous 2 formes différentes. On la retrouve sous forme de juvénile, donc celle qui est un peu plus grande, mais aussi sous forme de post-larve, donc qui est l'étape juste avant des juvéniles, donc elle est plus petite. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, comme on a accès à ces stades différents, on peut voir comment elle évolue dans la rivière de Cayenne en fonction des périodes, du nombre, et du coup comprendre un peu mieux comment elle évolue dans la rivière. Donc ici, c'est une première carte de ce qu'on a pu observer. Donc les échantillons ont été commencés en 2020 et on a pu échantillonner du coup 2 saisons sèches et 2 saisons humides. Ce qu'on peut voir à première vue, donc là les barres représentent le nombre de crevettes, on voit tout de suite qu'en saison sèche, on a un nombre de crevettes beaucoup plus importante qu'en saison humide, où là on n'a presque pas de crevettes. Ensuite, là du coup je reviens sur la Penaeus subtilis. Comme on a les 2 stades larvaires différents, on a pu mettre en avant les 2 stades différents. Donc en rose, par exemple la grande en rose ici c'est la post-larve, donc c'est la plus petite. Donc si vous vous souvenez, dans le cycle de vie, c'était l'une des premières crevettes à arriver depuis la côte. Et ensuite on a la juvénile qui est représentée en rouge, donc par exemple ici, qui devient un peu plus grande et qui du coup est présente plus dans le fond de l'estuaire. Et donc du coup, là on peut voir très bien que en rose les juvéniles, les post-larves arrivent près de la côte, même si on en retrouve un peu plus vers le fond de la rivière. Et ensuite les Penaeus qui sont plus grandes, donc sous forme de juvéniles, vont être présentes plus vers le fond de la rivière. Donc du coup, là on vous a présenté la partie crevette et la partie méiofaune. Et le but de notre présentation, c'est de vous présenter les relations qui peuvent exister entre ces 2 derniers. Donc du coup, on a toutes ces données sur ces organismes
vont nous permettre de comprendre les interactions entre elles, entre ces différents organismes. Et finalement, l'importance aussi, c'est de réussir à se situer, notamment dans toute cette chaîne alimentaire dans laquelle ils font partie, dans laquelle ils sont. Chaîne alimentaire que l'on retrouve ici schématisée. On a, donc, comme je vous le disais, une matière organique qui se décompose, qu'on va retrouver dans l'estuaire, dans les fonds marins, qui sera consommée par la microfaune et la méiofaune, qui eux-mêmes seront consommés par des individus beaucoup plus grands, de la macrofaune, donc micro, méio, macro, pour les différentes tailles, qui sont donc des larves, des stades juvéniles de certains animaux, donc de poissons, crevettes, ça peut être des crabes, des crustacés. Et puis ces derniers vont grandir, atteindre l'âge d'adultes, qui seront finalement pêchés par des pêcheurs, ou bien beaucoup plus au large par les bateaux de pêche, et qui seront du coup consommés par l'homme, par l'humain, qui se retrouveront finalement dans nos assiettes. Et puis le fait de comprendre ces interactions, donc en ayant ces connaissances sur ces individus, mais aussi leur sensibilité par rapport à ces paramètres environnementaux, et le fait notamment qu'ils soient situés dans une zone qui est amenée à évoluer, nous permet d'anticiper leur nombre, leur quantité, et donc avoir une idée des quantités qui viennent alimenter nos stocks de pêche en fait au large de la Guyane. Et puis on a aussi du coup une idée de l'état de santé de ces habitats en suivant ces populations au niveau de l'estuaire de la rivière de Cayenne. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, avons-nous des questions? Oui, bonjour. Petite question sur la communauté des crevettes. Quel est le taxon dominant en saison sèche, s'il vous plaît? Dominant, qui a en termes d'abondance. En saison sèche, Oui. Il y a beaucoup de Pénéus. Il y a vraiment beaucoup de Pénéus subtilis, donc c'est l'espèce qui est pêchée. On retrouve un peu moins d'acétès. Les acétès, c'est les toutes petites, on les retrouve beaucoup plus en saison humide. Et en saison sèche, on peut également retrouver Macrobrachium olfersi, mais en une proportion beaucoup moins importante. Je ne sais pas si elle était présente sur la diapo, mais Macrobrachium olfersi. Bon. Ok. Du coup, en fait, ça dépend énormément de la méthode d'échantillonnage, parce que dans le cadre de la construction d'un indice biotique, on a fait des pêches sur tous les estuaires de Guyane à l'aide de chaluts, et sur 6 ans. Juste, on allait une semaine par estuaire, une fois par an, et du coup, sur ces 6 ans, on a plus de 250 000 données pour les crevettes. 95% dans le chenal, c'est Nematopalémon schmitti. Oui, Voilà. Schmitti aussi est pas mal retrouvé. Et donc, c'est vraiment en fonction de la méthode d'échantillonnage et également de l'habitat. Parce que par rapport au Peneus subtilis, on en attrape également au chalut, mais on voit dans les données que ça a tendance à aller beaucoup plus en mangrove que les Nematopalémon schmitti qui, elles, se retrouvent essentiellement au niveau du chenal principal. Voilà. Donc, deuxième question. Macrobrachium olfersi. Voilà, nous on est deux à travailler sur les crevettes. On va publier dans pas longtemps sur les crevettes d'eau douce. On est en train de faire la génétique. Et elle nous pose un petit peu de problème parce que potentiellement il y aurait plusieurs espèces. D'accord. Donc, est-ce que vous avez utilisé la génétique pour la détermination ou pas? Alors ça, je sais qu'on a fait de la génétique sur certaines espèces, mais pour Macrobrachium olfersi, je ne sais pas.
On peut passer le micro, il y a... Alors oui, en effet, on a bien fait de la génétique. Après déterminer comme ça tous les individus à la génétique, c'était impossible. On a essayé de déterminer les critères, on a fait quelques prélèvements, en disant que celle-ci c'est de l'Ofercie, celle-ci c'est de la... Donc on a pris différentes espèces de crevettes, et en effet on est tombé dessus. Après, pour être certain sur tous les individus, c'est dire qu'il n'est pas forcément... On va dire que tous ceux qu'on a identifiés, normalement, rentraient dans la catégorie Olfercie. En effet, j'ai vu une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a été soumise aussi, d'autres personnes qui ont fait, le Chevalier notamment, qui a fait une publication sur les différentes crevettes, et il y a d'autres espèces qui sont apparues aussi. Donc nous, on a fait aussi en fonction de ce qu'on avait et des données qu'on avait. Donc, mais peut-être qu'il faudrait faire davantage de génétique, mais en tous les cas, de tout ce qui est sorti, ça sortait comme Olfercie, dans ce qu'on avait. À part les quelques erreurs qu'on avait, voilà, on a identifié des erreurs. Et je confirme sinon pour Nematopolemon critique, qui, je pense, n'avait pas très bien compris, mais en effet, en saison sèche, c'est bien l'espèce qui ressort majoritairement. Oui. Autre question, c'était est-ce que vous avez détecté ou trouvé du Macrobranchium rosenbergii? Rosenbergii, espèce invasive? Non. Est-ce que vous avez trouvé des juvéniles de l'écrevisse australienne? Non. Qui est également potentiellement dans le coin. Ouais. Non. Muscat, non, pas sous format juvénile. Est-ce que vous avez détecté la crevette pistolet? Non. Ah, bon, on a un spécimen pour vous ce soir. Voilà, c'est... Merci. Oui, bonsoir. J'avais une petite question par rapport au cycle des crevettes. On voit qu'il y a 3 étapes donc, avant la post-larve. Les crevettes qu'on trouve dans notre mangrove, vu qu'elles ont été pondues à plusieurs milles des côtes, elles viennent d'où? Est-ce qu'elles viennent du Brésil et elles ensemencent notre milieu, ou est-ce qu'elles viennent de la Guyane pour ensemencer la Guyane? Pour moi, elles viennent de la Guyane. Elles peuvent pas. Enfin, il y a sûrement des courants qui peuvent venir du Brésil, c'est possible. Alors, par exemple, dans les espèces qui sont pêchées, il y en a 2 qui sont Subtilis peneus, dont on retrouve les juvéniles dans notre rivière, mais il y en a une seconde qui est Peneus brasiliensis, et qui, elle, on ne la retrouve pas sous format juvénile dans la rivière. Donc, elle, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle. Où son cycle commence. Mais du coup, celles qu'on retrouve, elles viennent depuis les Guyanes. Voilà. C'est-à-dire que le courant, il vient toujours du sud vers le nord, ici. Oui. Donc, avec leur petite taille, elles réussissent à rester Guyane. Ça fait petit quand même, réussir à passer de plusieurs milles des côtes jusqu'à l'estuaire sur la même zone, quoi. Il y a les courants, certes, mais moi, j'y arrive pas. Hein. Je suis plus gros qu'eux, mais j'y arrive pas. Parce que moi, je finis au Suriname, quoi. Je veux dire, si je me mets à 4 000, 6 000, 10 000 des côtes et je me mets à nager vers la côte, j'arrive au Suriname, au Guyana, quoi, mais pas en Guyane, c'est clair. C'est pour ça que je pose la question, en fait. Non, oui, elles peuvent pondre pas non plus. Je vais aider ça. En fait, on a commencé à faire des tests sur les populations et on n'a pas eu les réponses encore. Mais bien sûr, il y a un barrage physique, que c'est la panne de l'Amazon, qui peut aussi acter comme une espèce de barrage qui l'empêche les larves de passer. Donc on ne sait pas exactement si du Brésil il vient en Guyane. Par contre, ça peut être que les cas de Guyane ils vont facilement aller côté Suriname. Parce qu'il y a moins de grosses rivières qui font action des barrages sur la côte. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, j'ai appris beaucoup de choses. Moi j'avais une question, au début de la présentation, vous parliez de l'abondance des espèces et de la diversité des espèces. Est-ce qu'il y a un lien entre abondance et diversité selon les milieux?
Donc du coup, l'abondance serait le nombre d'espèces, le nombre d'individus qu'on pourrait trouver par espèce. Et la biodiversité, du coup, ça serait les différentes espèces qu'on peut retrouver. On peut très bien avoir une diversité élevée et une faible abondance. Déjà, tu as pu... Du coup, en tout cas, pour le cas de la méliofaune, on se retrouve avec énormément de nématodes et finalement très peu, on atteint plus de 9000 individus de nématodes quand on réalise les comptages, là où en général on ne dépasse pas la centaine ou les 200 individus pour les autres groupes. Donc est-ce que c'est lié sans doute, parce qu'on a notamment des interactions au sein même des individus. Je sais que les tardigrades parfois perforent les nématodes et parasitent en fait les nématodes, donc il y a vraiment une interaction. Après, de là à connaître exactement le lien entre eux, c'est justement les prochaines études qui nous intéressent. Au-delà d'avoir l'impact des paramètres environnementaux, les structures entre ces communautés est aussi à étudier. Et justement, en lien un petit peu avec cette question, est-ce qu'on a une idée de si par exemple la population de méliofaune elle est en bon état ou si elle se dégrade en relation peut-être avec des pollutions anthropiques ou Dans le cas de cette étude, on est à une analyse à l'état zéro, donc on est avant la construction et avant un certain nombre d'activités humaines, donc on considère qu'en ce moment on a un état des lieux au niveau zéro, et donc l'idée c'est d'avoir un avant-après ces constructions et ces activités. Donc on n'a pas vraiment de référence. Il faut savoir que la méliofaune, en fait, en tout cas en ce qui concerne la méliofaune, elle est propre à chaque habitat. Ce qu'on va retrouver dans les estuaires en Guyane, ça ne va pas du tout être la même chose pour d'autres endroits, que ce soit en Europe, dans d'autres continents. Et donc, il faut savoir que ce sont les premières études, ce sont des études préliminaires, et on peut considérer que là, en ce moment, on est à l'état où le milieu est naturel et non perturbé. Donc on est curieux justement de savoir comment ça va évoluer, et surtout si on arrive à comprendre comment ils vivent dans ces habitats, s'en servir en tant qu'indicateur pour connaître selon leur sensibilité. Imaginons si demain on a du carburant qui se déverse et qu'on a d'un seul coup un groupe d'individus qui disparaît de ce milieu, on pourra s'en servir en se disant bah tiens, on a loupé l'information de cette pollution, où elle sera détectable avec le suivi de populations de méliofaune, notamment. Oui, merci déjà de votre présentation. Je me suis posé la question, lors des prélèvements, est-ce que vous avez retrouvé des microparticules de plastique? Alors oui, on en trouve quelques-uns, donc notamment quand on réalise des prélèvements, on se retrouve finalement à observer sous le binoculaire nos individus, mais également des fragments de végétaux, des tas d'autres détritus et des fragments de microplastiques. Il y a une étude qui a été réalisée l'année précédente par une stagiaire qui travaillait justement sur la méliofaune, mais cette année on n'a pas réalisé à nouveau cette étude sur la quantité de microplastiques retrouvés, mais on en retrouve. Donc mine de rien, ce sont des milieux qui... Le plastique est partout finalement. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais quelques questions, pas aussi précises que certaines qui sont déjà passées. Mais je voulais savoir si justement la méliofaune que vous avez trouvée et que vous présentez joliment là, est-ce que c'est une méliofaune qui va varier, en tout cas par exemple la proportion de nématodes ou la présence de certains taxons, est-ce que ça va varier selon l'état de la vase, dans le sens depuis combien de temps la vase est stabilisée, ou potentiellement s'il y a un début d'introduction de mangroves? Est-ce que vous avez pu faire des prélèvements qui montrent cette variation-là déjà? Alors du coup, sur l'ensemble des sites où on a réalisé des prélèvements, on retrouve une différence de la méliofaune entre les mangroves, estuaires et sites côtiers.
Mais au niveau, déjà, ne serait-ce qu'en réalisant des prélèvements au sein des sites de mangroves, on a une différence entre nos réplicas, parce que du coup, on réalise des réplicas, rien que d'un site à 3 mètres plus loin, on retrouve des différences. Après, on est principalement sur de la vase le long de ces estuaires, donc, et sur les premiers centimètres, leur cycle de vie est assez court. Un nématode peut vivre pas plus de 3 semaines en général, et les milieux justement changent en permanence, notamment avec les courants et les marées montantes, descendantes. Et on a des différences. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nématodes, c'est ce qu'on va retrouver en très grande quantité, mais ne pas être allé jusqu'à l'identification à l'espèce fait on peut s'en douter, mais on n'a pas ces informations pour du moins avoir cette différence au niveau des différentes espèces, mais au niveau du groupe taxonomique, oui. Autrement, pour les autres individus, on en retrouve peu finalement par rapport aux nématodes. Et l'idée, c'est de, par la suite, justement, pousser les analyses jusqu'à des phases d'analyse génétique, et notamment avec toute la bibliothèque, toutes les informations, toutes les connaissances qu'on a sur les caractéristiques de chaque groupe taxonomique, savoir ce à quoi ils sont sensibles déjà, autre qu'en Guyane, de manière générale, venir s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la rivière de Cayenne. Et justement, ça fait lien avec ma question suivante, est-ce que vous avez déjà identifié quel taxon va être sensible à des perturbations à court terme ou des perturbations plus sur la durée, parmi ceux que vous avez observés, qu'on voit là? Alors du coup, les paramètres environnementaux qu'on a pour le moment, c'est donc ça va être la température, la salinité, la turbidité. Alors face à ces paramètres-là, on n'a pas remarqué de changement particulier. Mais par contre, là où ça va être intéressant, ça va être des étudier après en laboratoire. Une fois qu'on les a échantillonnés, on peut voir en laboratoire les mettre en présence d'un certain polluant, et de voir si au cours du temps, justement, on en a moins, s'ils résistent, si finalement ça change ou pas, ou si ça se trouve, voilà, ils sont indifférents. C'est l'étape d'après, en fait. Là, on est vraiment à un état zéro. On identifie les différents groupes, on les quantifie, on essaie de voir si même au cours d'une année, ces populations-là sont les mêmes. Et puis, évidemment, voilà. D'accord. Et du coup, j'ai une question plus crevette maintenant. Est-ce que les taxons que vous avez retrouvés sur l'estuaire et la rivière de Cayenne, est-ce que c'est les mêmes taxons qu'on retrouve à d'autres zones de Guyane? Je pense notamment plus dans l'ouest. Et est-ce que déjà les éléments que vous avez actuellement, même si j'ai bien compris qu'on est dans des études préliminaires, est-ce que ça peut déjà nous donner un début d'indication sur des préconisations vis-à-vis de la pêche? Alors, du coup, il y avait déjà eu lieu une première étude sur différentes rivières. Donc, il y avait Sinnamary, Mana, Apouac et d'autres rivières. Et dans cette étude, du coup, il y a eu d'autres espèces qui ont été retrouvées que moi, je n'ai pas observées dans la rivière de Cayenne. Donc déjà, il y a eu cette première étape. Donc, ça a été un premier travail sur différentes rivières. Et ensuite, on est venu se spécifier sur Cayenne. C'était quoi la deuxième partie de la question? Est-ce qu'à l'heure actuelle, que ce soit vos recherches ou les autres faites à l'IFREMER, en tout cas, est-ce qu'on a des nouveaux éléments qui permettent de donner des préconisations pour les techniques ou les espèces cibles au niveau de la pêche? Alors justement, donc, ce projet s'intègre dans... va permettre justement de faire un état des lieux des stocks. Et donc du coup, par la suite, ça sera la suite de ce projet. Voilà. J'avais une question, c'était
Est-ce que vous avez remarqué une baisse de la population dans la mésofaune et sur la population de crevettes? Alors, du coup, ça va dépendre des individus. Du coup, entre la saison sèche et la saison humide, on se rend compte qu'il y a davantage de méiofaune en termes de quantité en saison sèche qu'en saison humide. Il ne nous reste plus qu'à l'expliquer. Du coup, pareil pour les crevettes, on a plus de crevettes présentes en saison sèche qu'en saison humide. Et ensuite, au cours des années, là, depuis 2020, déjà on peut regarder, j'avais mis les abondances. Mais après, ça sera là, c'est par rapport aux juvéniles. Il n'y a pas une très... En fait, non, il n'y a pas assez de dates, je pense, qu'on puisse dire s'il y a une réelle diminution. Parce que par rapport à cette question, il y a différents paramètres à prendre en compte. Là, ça serait directement par rapport aux échantillonnages. Mais par exemple, les pêcheurs peuvent dire que oui, on retrouve qu'il y a de moins en moins de crevettes, mais du coup, c'est lié vraiment à différents paramètres. Par exemple, ils vont moins en mer, ou alors ils y vont exclusivement quand il y en a. Du coup, c'est vraiment toute une question. Donc oui, il y en a peut-être un peu moins, mais du coup, le fait de pêcher moins se permet un meilleur renouvellement de la population. Du coup, ça se maintient, mais là, on n'a encore rien de... Et du coup, là, en ce moment, on a des prélèvements qu'on a réalisés une fois en saison sèche, une fois en saison humide, et là, on passe à un échantillonnage tous les 2 mois. Donc, on aura un suivi encore beaucoup plus précis, et si ça se trouve, en fait, les variations qu'on n'arrive pas à percevoir simplement avec la saison sèche et humide 2 fois par année, on l'apercevra à une échelle de temps plus précise. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'au fur et à mesure des années, le nombre baisse? Du coup, non. Pour la méiofaune, ce n'est pas le cas. Et pour les crevettes? Là, tout de suite, comme ça, non, mais peut-être pas assez de recul pour répondre. Merci. Merci à toi. Alors moi j'aurais juste une toute petite question sur les crevettes. C'est quoi leur temps de cycle de renouvellement? En fonction des espèces, ça peut varier, mais par exemple sur la Subtilis, Peneus subtilis, on est sur une durée de 18 mois. Donc ça peut aller jusqu'à 2 ans si elle n'a pas été pêchée et si elle a grandi jusqu'à la fin. Et une autre question un peu plus générale. Vous dites qu'il n'y a pas d'études, sur un peu en gros au sujet sur ce qui s'est passé en Guyane. Là, c'est vraiment en train de démarrer. Mais est-ce que vous avez des territoires qui ressemblent suffisamment à la Guyane en termes de conditions, par exemple pour les mangroves, ou aussi pour les populations d'organismes que vous pouvez trouver à Cayenne? Est-ce qu'il y a des territoires avec lesquels vous pouvez essayer de trouver des similitudes pour pouvoir faire des théories, etc., essayer d'avancer un peu dans une direction c'est clair comme question. Non, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont été étudiés par le passé qui pourraient ressembler suffisamment à la Guyane pour que vous puissiez vous baser dessus pour réaliser des hypothèses? Peut-être plus clair comme ça. Alors du coup, en ce qui concerne la méiofaune, non. Parce que une étude aussi précise sur la méiofaune avec un nombre d'échantillonnages aussi élevé n'a jamais été réalisé. Par contre, ce qui se fait souvent, c'est l'identification de nouvelles espèces. Donc ça, de temps en temps, on a des publications qui sortent et qui nous parlent de la découverte d'une nouvelle espèce. Récemment, on a une publication sur un kinorynque qui est sorti. Et en fait, l'exemple qu'on pourrait avoir en Guyane, ça serait pour le pays qui se rapprocherait le plus, ce serait le Brésil. Mais encore une fois, entre ce qui se passe au niveau des rivières et des fleuves au Brésil, c'était pas la même chose qui se passe au niveau du littoral guyanais. Ce sera pas la même chose au Suriname, et ainsi de suite. On a, avec le déversement des sédiments qui sortent depuis le fleuve Amazon, vraiment des environnements qui sont complètement différents et qui sont même pas du tout comparables à ce qu'on trouve dans d'autres milieux, que ce soit au continent européen, que ce soit en Afrique, dans les côtes
des îles, on n'est vraiment pas sur la même chose. Et d'ailleurs, les espèces qu'on va retrouver, même en copépode ou autres, qu'on va retrouver dans les côtes ou les estuaires, c'est pas les mêmes qu'on va retrouver dans les fonds marins tels qu'on les connaît ailleurs dans le monde. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre travail. Est-ce que vous avez trouvé des larves, des crevettes profondes, des espèces qui vivent au large? Est-ce qu'elles reviennent dans les rivières ici? Du coup, c'est le cas de. Quand vous dites profonde, par exemple, Pénis subtilis, c'est pêché plus au large que les autres individus. Donc oui, en fonction de leur cycle, elles remontent du coup au niveau des rivières pour leur cycle. Après, pour d'autres espèces de crevettes, vous parlez des cheminées hydrothermales parce que là c'est pas possible. Mais du coup non, je pense pas. Non. Bonjour, je voulais parler pourquoi il y a moins de crevettes pendant la saison humide que pendant la saison sèche. Alors du coup, ça pourrait s'expliquer par rapport aux paramètres environnementaux. En général, en saison sèche, il y a moins de pluie. Du coup, les zones sont beaucoup plus marquées par des différences de matière organique, de température, de turbidité. Pas forcément de température, mais en tout cas de turbidité, oui. Et du coup, peut-être que ce sont les milieux qui correspondent plus à leur développement larvaire. Alors qu'en saison humide, le fait qu'il pleuve, qu'il y ait beaucoup de pluie, l'eau de la rivière et de la mer sera beaucoup plus diluée, donc moins salée. Alors que notamment la salinité peut être un paramètre assez important pour certaines espèces de crevettes qui en ont besoin pour le développement larvaire. Après, ça peut aussi dépendre de certaines espèces, mais en tout cas, en tout cas, la très grande différence entre les deux, ce qui pourrait expliquer cette différence, ça serait les paramètres environnementaux. Il faut savoir aussi que les sites où on a échantillonné, finalement, on n'a que 3 mètres de profondeur. Parfois, même sur les sites côtiers, on se retrouve à que 2 mètres de profondeur. Parfois, entre 2 mètres et 1 mètre. Donc, en saison sèche, vous n'avez que 1 mètre de profondeur. S'il fait très chaud, les espèces, elles sont sensibles à tous ces paramètres. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'aurais juste une question sur les paramètres environnementaux. Est-ce que vous avez pu identifier des polluants sur la rivière de Cayenne qui pourraient impacter justement sur le site larvaire en particulier et aussi sur le site de développement? Alors du coup oui, il y a une étude qui a été réalisée sur les polluants. On a réalisé des analyses croisées sur la méiofaune et on n'arrive pas à déterminer l'impact précis de ces polluants. Alors parmi les polluants, il y a du plomb, il n'y a pas de mercure. Je pense que c'est peut-être ce à quoi vous pensiez, le mercure. Et d'autres, on en a principalement le plomb, il y avait d'autres polluants, mais finalement, il y en a notamment travaillé sur les nutriments aussi, mais polluants, non. D'accord. Et au niveau du plomb, est-ce que vous avez recherché la source de la pollution? Alors, les prélèvements ont été, pour les paramètres environnementaux, sont réalisés au même point d'échantillonnage pour les individus. Du coup, on n'a pas réalisé des prélèvements en fonction du pont, mais finalement, nos sites échantillonnés qui se situent sur le Petit Cayenne ou sur Soula et autres se situent avant la construction du pont. Et donc, c'était le témoin d'une zone non impactée en ce sens par ce qui se passe sur le pont. Donc, d'accord, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, non? Bonsoir, merci pour la présentation. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la dernière réponse. On dit que le plomb, il a été vu sur
tous les échantillonnages, c'est ça? On a fait des prélèvements de ces polluants et on en a trouvé une quantité infime. Enfin, en tout cas, quand on fait des analyses croisées par rapport à la myofaune, on n'observe pas un impact, une influence de ces valeurs sur les quantités et la diversité des espèces. Ok. Et j'avais une autre question de vous qui est un peu plus gastronomique. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait une crevette qui n'était pas consommée ici mais consommée au Suriname. Il y a une raison particulière pour ça? Du coup, celle qui n'est pas exploitée par la Guyane, c'est Xiphopenaeus croyeri. En fait, déjà parce qu'il n'y a pas les méthodes de pêche mises en place, donc il n'y a pas les bons matériaux pour la traiter, parce que dès qu'elle est pêchée, il faut faire des manipulations, et parce qu'aussi elle est très petite, donc il faut tout de suite la décortiquer, et du coup c'est pas quelque chose qui a été mis en place en tout cas en Guyane, alors que notamment au Suriname, si c'est une crevette qui est très appréciée et qui du coup est pêchée de façon régulière. Ça deviendrait toxique si c'est pas décortiqué dessus? Je sais pas. Merci. Merci à vous. Oui, pour les polluants, vous parlez des métaux, mais vous ne parlez pas des hydrocarbures. Je pense que c'est plutôt ça, les pollutions. Du coup, justement, on a le plomb, l'aluminium, mais justement, l'idée, ça serait, si on veut s'en servir en tant que bioindicateur, d'avoir des prélèvements également de ces différents polluants. Jusqu'à présent, on n'a pas ces paramètres. C'est des prélèvements qui ont été réalisés sur les polluants, un projet qui s'est réalisé à l'échelle du territoire entier. Donc on a réalisé également dans un projet auparavant, le projet Biocot, qui lui, cette fois-ci, donc c'est le même protocole pour la méiofaune, pour les poissons, les crevettes, qui a été réalisé sur Mana, sur Sinamari, sur Cayenne et sur la Proie. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait ces analyses de polluants, donc pas les hydrocarbures, mais là en ce moment on considère que l'échantillonnage qu'on réalise en ce moment c'est à l'état zéro, vu qu'on n'a pas encore la construction et l'impact final de ces projets et de cette activité humaine qui de toute façon menait à évoluer et grandir. Mais on part de ce qu'on a maintenant, et ce qui est intéressant, c'est de faire des prélèvements évidemment sur le terrain, mais également de faire des analyses en laboratoire. Comme ça, on sera certain que c'est les polluants qui impactent ces espèces et pas d'autres paramètres, et de ne pas passer à côté de ces informations. Notamment les hydrocarbures, parce que du coup, avec le pont et le port notamment, l'arrivée des bateaux, voilà. Est-ce que nous avons quelques dernières questions? On a fait le tour du sujet. Là-bas? Ah, j'arrive. Bonsoir tout le monde. Alors, merci pour la présentation. Je précise juste que je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai raté une première partie. Alors, je m'interrogeais sur la prédation des crevettes. Est-ce que c'est quelque chose qui avait été aussi... c'était un sujet qui vous avait intéressé dans vos recherches? Non, pas spécialement. C'est pas... nous, ce qu'on a surtout regardé, c'était leur présence à l'état de juvénile, parce que du coup, il y a des espèces qui sont exploitées, donc des espèces qu'on va directement avoir, nous, humains, impact sur elles, mais les autres espèces qui ne sont pas exploitées vont ensuite nourrir d'autres poissons, qui, nous aussi, on va exploiter par la suite, mais du coup, non, d'un point de vue de prédation, ça n'a pas été étudié. Surtout que, du coup, en nurserie, elles viennent ici parce qu'elles sont plutôt en sécurité, enfin, en tout cas, moins prédatées qu'au large. D'accord, merci. Et j'avais une autre question aussi sur comme on parlait des sources de pollution. Est-ce que l'activité agricole plus haut sur le fleuve, une moncinerie, n'aurait pas aussi un impact dans l'utilisation des produits divers et variés? Oui, alors du coup, dans mon étude, j'ai pas travaillé directement dessus,
Mais on a une autre stagiaire à l'Ifremer qui travaille sur la rivière de Cayenne et qui est partie à la rencontre de plusieurs personnes. Et notamment, ils avaient fait remonter qu'il y avait des populations de moules, par exemple, qui avaient été qui ont disparu, qui sont toutes mortes. Mais on ne saurait pas dire si c'est à cause d'une pollution directement à l'activité agricole ou alors dû à il y a eu une perturbation du milieu suite à un envahissement d'une chenille, je ne sais plus. Ouais. Il y avait un. Du coup, on ne saurait pas dire lequel de ces deux paramètres aurait un. Peut-être les deux en même temps, on ne sait pas. Merci. Merci à vous. À nouveau, juste une question par curiosité et pour suivre un petit peu votre progression. Est-ce que, je suppose que cette étude va donner lieu à un mémoire, le master, d'accord? Par quel moyen on pourra se le procurer? Oh, bah oui, tant qu'à faire. Autant avoir le détail. En général. Je vais répondre pour eux, mais c'est eux ils vont écrire le rapport, bien sûr. Tous les rapports de master ils sont déposés sur une base de données ouverte, c'est Archimère, il s'appelle. Et selon l'embargo qu'on a, selon les projets, ils seront soit disponibles tout de suite, soit un peu plus tard. Merci. Est-ce que nous avons quelques dernières questions? Non? Et tout? Pour le dernier mot? J'ai en tête une petite question sur vos métiers, sur votre cursus. Il y a des plus jeunes avec nous là ce soir qui sont intéressés par vos formations. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être faire une petite présentation et vers quoi vous prédestinez? Alors, du coup, personnellement, j'ai commencé par une licence en sciences de la vie à l'Université des Antilles de Martinique. Et ensuite, j'ai fait le choix de me diriger vers le milieu marin parce que j'ai toujours été intéressée par ce milieu. Et donc, j'ai poursuivi par un master en sciences de la mer. Ce master peut donner soit suite dans le milieu de la recherche appliquée, donc dans le laboratoire, soit travailler depuis des bureaux d'études avec des études d'impact. Et c'est plutôt cette voie que j'ai choisie pour ma part. Donc ce serait du coup de travailler dans différents organismes sur différents sujets. Et, Alors du coup, moi j'ai grandi en Guyane. Donc, je suis de l'ouest de Saint-Laurent-du-Maroni, où j'ai fait mes premières années dans mon parcours scolaire. Et puis j'ai réalisé ma première année de licence à l'Université de Cayenne en biologie. Et puis j'ai été attirée par des spécialités qu'on ne trouvait pas à l'Université de Cayenne. Alors j'ai poursuivi en une spécialité physiologie animale et neurosciences à l'Université de Poitiers. Donc j'ai fait jusqu'à ML3 et puis j'ai été attirée par des études d'écologie évolutive. Donc je me suis réorientée dans une troisième année de licence en écologie évolutive. Et puis j'ai poursuivi mon master en biodiversité, écologie évolutive également. Et je me destine à des études, à un métier de recherche, notamment donc là, à la fin de mon master, idéalement une thèse. Dans un monde où tout est parfait. Et puis, oui, bien sûr, en Guyane. L'idéal, ce serait de travailler en Guyane. J'aurais le Graal, ça serait très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venus pour assister à notre présentation. Ça nous a fait très plaisir et merci pour vos questions et votre attention. Merci beaucoup. Donc, pour clôturer cette soirée, par contre, on va nous libérer l'espace, mais vous pouvez bien entendu profiter de la soirée au Café de la Gare, partenaire que nous remercions
à chaque fois qu'ils nous accueillent. Juste pour quelques petites actualités concernant les événements à venir, nous aurons un prochain Café des Sciences le 8 juin, dont le thème sera sur la production des huiles de Carapa chez les Amérindiens de l'Oyapock avec Gadepam. Et vous allez avoir du 24 au 29 mai la fête de la nature en Guyane avec un programme détaillé sur le Grain Guyane. Donc n'hésitez pas à consulter le site du Grain. En l'actu Canopée des Sciences, comme tous les ans, la fête de la science va se tenir à nouveau en novembre prochain. Et nous allons lancer un appel à projet. Donc surveillez notre site internet pour avoir tous les tenants et aboutissants. Il se clôturera fin juillet si vous souhaitez participer à cette fête de la science. Et le thème cette année, ce sera sport et sciences. Voilà, donc il y aura pas mal, tous les ans le thème change. Cette année, il y aura ce thème à développer. Sur notre site de la Canopée, nous avons aussi une web-série Coracine sur la chaîne YouTube de Canopée. Vous pourrez découvrir 5 épisodes qui ont été tournés avec et pour les jeunes Guyanais par rapport autour de la réserve des Nouragues. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver aussi, nous avons des captures vidéo et audio sur tous les cafés des sciences que vous pouvez retrouver. Donc, les personnes qui n'ont pas pu venir peuvent accéder ou revisionner tous nos événements. Un petit rappel pour les enseignants qui ne seraient pas au courant. Existe des animations destinées pour les scolaires avec un accès via le Pass Culture. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Adage, pour les enseignants. Voilà, merci. Voilà, donc faites passer le mot parce qu'il y a moyen de venir visiter nos animations au Totem. Donc on a un musée numérique et un espace d'animation. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est localisé près de la caserne des pompiers. Donc c'est ouvert, il y a moyen avec les établissements scolaires de participer et de bénéficier de ces animations. Voilà, on vous remercie encore. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, où vous aurez des informations les plus détaillées. Et puis on vous espère à bientôt, mesdemoiselles également, rapidement en Guyane. Merci encore. Merci.